la Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici, des avancées significatives pour le transport collectif. On voit vraiment de semer des graines dans la réflexion et on le sent aussi. La clientèle rajeunit. Puis aussi, dans la réflexion, on voit de plus en plus de jeunes adultes qui font le choix de ne pas avoir de permis de voiture. Le ROC CDC réagit au budget présenté par le gouvernement provincial. Donc, il y a des choses comme ça qui nous permettent d'identifier à travers le budget des choses qui pourraient nous être attribuées. Mais on ne sait jamais selon quelle modalité, selon quelle exigence, selon quelle attente. Des champions en herbe et une coach déterminée. Tout ça fait que j'ai décidé de poursuivre mon entraînement. Puis là, je m'en vais au championnat panaméricain qui est aux États-Unis, en Ohio, à Cleveland cet été là, pour représenter le Canada au panaméricain. Germinal, la quiétude pour mieux créer. C'est un endroit où des artistes d'ici ou d'ailleurs peuvent séjourner pendant quelques jours, quelques semaines, même quelques mois, pour vraiment se concentrer sur la création. À propos de nutrition. Des bénéfices pour la planète, des bénéfices pour notre santé, puis des bénéfices pour notre portefeuille. En plus que souvent, c'est assez simple à cuisiner. Là. Il y a une multitude de recettes en ligne. 4 enjeux avec Samuel Parisé. Oui, dans le fond, nous, depuis presque 2 ans maintenant, on a fait plusieurs démarches avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour que les MRC puissent avoir la compétence de soutenir financièrement la construction de logements locatifs. La revue de presse. Bonne émission. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière. La Régime a présenté un bilan positif de ses activités en 2023, montrant des avancées significatives en mobilité durable. Marie-Andrée Pichette nous partage les détails sur ces progrès incluant l'augmentation des déplacements collectifs et adaptés, une nouvelle tarification plus accessible et le lancement réussi d'un service de vélo partage. Quels impacts ces initiatives ont-elles eu sur la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine ? On peut partir un peu des progrès qui ont été réalisés depuis 2023. Je sais qu'il y a eu des ajouts qui ont été faits, un peu comme les projets de vélo partage lancés à l'été 2023. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit retour là-dessus, un peu justement sur ce projet-là, entre autres? Oui, ça a été une grande nouveauté. Ça a été un projet, là, je dirais, de longue haleine pour la régie pour 2023. On a fait le lancement de nos stations en fin juillet 2023, bien sûr. Puis, on est très satisfait de la réponse des clients. Le lancement a été difficile, là, comme on a déjà rapporté dans d'autres rencontres, sur le fait que notre fournisseur principal a fait faillite, qu'on a eu beaucoup d'enjeux au niveau là, de la remise en service du réseau. L'équipe a vraiment s'est relevé les manches puis a réussi à démarrer le projet là, à la fin juillet. Puis la clientèle a bien répondu au service. Donc, on est vraiment satisfait. Puis on a vu rapidement dans ce service-là des habitudes d'intermodalité qui ont été faites. Donc, les gens qui allaient pour charger leur voiture puis utilisaient le vélo pour pouvoir faire des courses. On a eu de l'utilisation de loisirs et aussi du fonctionnel. Donc, on est très motivé pour la saison 2024. Et ça a été vraiment là, je pense que c'est le début d'un projet très motivateur pour l'organisation. Quand vous avez mis un peu ce projet-là en place, est-ce que vous étiez comme vous sentiez qu'au niveau de la demande, il y avait une demande au niveau de la population? Oui, c'est le genre de projet que les gens en parlent, mais on n'avait pas de données très précises sur le besoin. C'est comme beaucoup d'autres choses, faut innover puis faut pousser un peu, faut
forcé un peu le besoin. On sentait, tu sais, un besoin au niveau plus large d'offrir plus de possibilités de déplacement. Le vélo en est une qui va venir compléter nos déplacements en transport en commun ou la location de la voiture en autopartage. Donc, oui, ce besoin-là était signifié d'offrir plus de possibilités. Le vélo fait partie d'une des offres qu'on souhaite développer. Parce il y a aussi le fait que les gens peuvent aussi utiliser leur propre vélo en utilisant, par exemple, les autobus qui ont Oui, un système de transport des vélos, hein, c'est bien ça? oui, exactement. Tous nos véhicules sont dotés de supports à vélo pendant la très longue saison estivale. Donc, cet outil-là aussi permet cette intermodalité-là. Puis dans les nouveautés 2024, il y avait eu cette nouvelle tarification dont on s'était parlé fin d'année passée, justement, quand ça allait être mis en place. Comment ça a été reçu, justement, dans le milieu? Je dirais que notre façon de communiquer l'information a amené une réaction, j'irais pas dire positive, c'est jamais positif une augmentation tarifaire, mais euh, une réaction très compréhensive de la clientèle, des partenaires. On est vraiment dans ce contexte-là financier à plein de niveaux dans notre société d'aujourd'hui. La régie faisait pas exception, devait augmenter ses tarifs. D'un autre côté, une des motivations de cette augmentation-là était de pousser un peu notre clientèle à migrer vers notre système de carte d'accès. D'où la raison pour laquelle on n'a pas fait de modification pour les tarifs de passe mensuel et de tarification étudiante qui sont accessibles que par une carte d'accès. Et déjà, en date d'aujourd'hui, on peut affirmer que le mouvement se fait depuis le début d'année, que notre objectif va être atteint là, pour l'année, pour l'utilisation de la carte. Alors, je lisais justement dans votre communiqué qu'il y avait une augmentation de 78% des demandes de trajets spéciaux. Ça vient de quoi? Euh, je pense que ça vient de plusieurs, je dirais de plusieurs raisons. De un, la notoriété de l'organisation. De plus en plus, on est reconnu, malgré le fait, on a 12 ans d'existence pour une organisation de transport, c'est quand même jeune. Les habitudes sont longues à développer. Donc, il y a la reconnaissance de l'organisation, puis aussi le développement de l'équipe, de cette expertise-là, de pouvoir accompagner les organisations, les différents services ou même les privés à développer une offre de service ou un partenariat intéressant. Je pense que principalement, c'est cette raison-là qui a fait développer le service de transport à la demande. Ben, pas à la demande de trajets spéciaux, je veux dire. D'accord. Justement, quand j'entends votre réponse, est-ce que c'est un peu comme si, bon, vous êtes là quand même depuis 12 ans, mais c'est une façon de redéfinir la façon de se mouvoir sur le territoire comme organisme. Dans le fond, c'est ça que je comprends, c'est qu'en ajoutant des vélos, des bus, des transports spéciaux à la demande, c'est comme insérer petit à petit dans la tête des gens qu'on peut se mouvoir et même si on possède une auto, comme la plupart des gens, dans le fond, c'est qu'on peut utiliser quand même tous ces services malgré que. C'est bien ça que je comprends. C'est exactement ça. Euh, je dis souvent que d'amener les gens à réfléchir à leur façon de se déplacer, donc à envisager une autre option que la voiture en auto solo qui est dans notre stationnement, parce que c'est la solution la plus facile pour tout le monde en région, on se le cachera pas. Puis notre grand compétiteur est pas la voiture de la famille, mais la deuxième voiture de la famille. Donc, quand je dis que quand on amène les gens à avoir cette réflexion-là, on amène les gens nécessairement plus vers l'utilisation de notre service. Parce que dans cette réflexion-là, les gens vont penser au vélo, à l'autopartage, au covoiturage et au transport en commun. Fait que nous, notre objectif qui est atteint à partir de ce moment-là, que la personne décide de ne pas prendre sa voiture et de se déplacer autrement. Puis il y a eu, est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus du succès justement du forum de mobilité durable? Déjà, c'est quoi le forum de mobilité durable? Puis c'était quoi les idées innovantes qui sont sorties ou ont été discutées à ce forum-là? L'objectif du forum était vraiment de démarrer une réflexion collective, de démarrer une discussion. On le sent au niveau national depuis quelques années, le transport en commun, la réflexion sur la façon de se déplacer fait partie du discours politique et public depuis quelques années. Ça fait partie des réflexions au niveau économique, au niveau de l'environnement. Donc, notre région n'y échappe pas. Donc, le forum était inscrit dans le processus de notre rédaction de plan de mobilité durable pour la région, pour la régie.
Donc, à ce forum-là, on a invité des partenaires qui avaient la motivation de porter action au niveau de la mobilité de la région, puis de démarrer des discussions, des échanges à ce sujet-là, puis aussi de démontrer que c'est pas parce qu'on est en région qu'on peut pas avoir accès à ces services-là et qu'on ne doit pas entamer cette réflexion-là. Parce que la façon de se déplacer, le service de transport se doit d'être accessible pour tous, peu importe le territoire qu'on habite. Puis c'est vraiment cette image-là qu'on souhaitait démontrer, entre autres en amenant des exemples intéressants, innovants qui se faisaient ailleurs au Québec et de présenter des modèles qui pouvaient exister chez nous, des projets qui pouvaient exister chez nous, et de faire l'inverse aussi, de démontrer aux gens de l'extérieur qui sont venus au forum que chez nous, mais c'est des choses qui se peuvent, les gens ont la possibilité de se déplacer autrement que dans leur voiture. Est-ce qu'en étant dans ces endroits de réflexion, est-ce que on peut dire que on va dire la diversité des transports, et du transport public ou transport en commun, ou justement ces systèmes de vélo partage, ou des fois on entend déjà pas, où il y avait aussi des fois on a des autos qu'on peut partager comme ça, comme les communautos. Est-ce que c'est la façon de se mouvoir de demain, j'allais dire? Je sais qu'on parle beaucoup, on a une auto, faut la changer par une auto électrique, ou alors des fois se dire, ben non, on peut tout simplement s'en aller vers ce type-là de transport. C'est le danger dans la réflexion de l'électrification des transports. Moi, ce que je crois, c'est que quand on a l'obligation, on pourrait dire, de renouveler une voiture ou d'acheter un véhicule, le choix d'électrique est vraiment le choix le plus propice à la mobilité durable. Par contre, une voiture reste une voiture. Au niveau de l'espace qu'elle va prendre, au niveau de l'économie, on est autrement plus gagnant d'amener les gens à avoir justement la réflexion d'avoir différents moyens de se déplacer autres que la voiture. La voiture électrique fait partie du portrait. Et dans la politique de mobilité durable du gouvernement, il y a dans les objectifs d'offrir aux citoyens plus de 4 offres différentes de se déplacer. Donc, on croit vraiment que cet éventail-là de solutions fait partie, en fait, de la solution collective qu'on doit avoir. Une dernière question concernant justement le temps, parce que là, tu parlais que justement, ça fait 12 ans que vous existez. Des fois, c'est comme planter une graine pour que la prochaine génération puisse fonctionner d'une façon différente, parce que ce que je peux comprendre à t'entendre, c'est que c'est difficile de changer les habitudes en général chez les gens, surtout ceux qui sont bien implantés. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi à long terme à la régime? Définitivement, on voit vraiment de semer des graines dans la réflexion et on le sent aussi. La clientèle rajeunit, puis aussi dans la réflexion, on voit de plus en plus de jeunes adultes qui font le choix de ne pas avoir même de permis, là, de permis de voiture. On en parle depuis quand même quelques années. On a beaucoup de nouveaux arrivants, de gens qui viennent des grandes zones urbaines pour venir s'établir chez nous. Ces gens-là ont des habitudes de transport en commun beaucoup plus développées que nous. Donc, ils ont des attentes quand ils viennent chez nous, puis ils ont des demandes. Donc, oui, on sent cette influence-là. Aussi, de par certains projets, la régie développe des habitudes auprès de notre jeune clientèle. On a des projets avec le parascolaire de Saint-Georges-de-Malbaie où, aussi jeune âge qu'au primaire, on déplace les jeunes pour aller faire des activités de parascolaire. Donc, c'est un trajet régulier que cette clientèle-là utilise. Puis, ils l'utilisent vraiment comme un usager avec leur mode de paiement. Ils ont leur compte avec leur carte d'accès. Donc, ils développent une habitude de se déplacer en transport en commun dès l'âge primaire. On a aussi développement dans nos trajets spéciaux, on a des partenariats avec les camps de jour. Donc, on familiarise cette clientèle-là dès le plus jeune âge qu'on peut pour justement, dans l'avenir, envisager de se développer une clientèle qui a beaucoup plus cette réflexion-là puis cette habitude-là de transport en commun. Et bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, sur votre site internet, on peut trouver justement toute l'information, qu'on voudrait se procurer une carte de transport ou avoir une idée des trajets pour ceux qui sont moins familiers. Où est-ce qu'on peut se rendre et où est-ce qu'on peut aller? Oui, exactement. Toute l'information est sur le site internet. Les horaires sont là. Puis aussi, on a une équipe qui est prête à répondre à toutes vos questions au service clientèle. On est habitué de donner l'information sur tout l'ensemble de nos services, les horaires. Des fois, les horaires de déplacement, c'est pas toujours simple à comprendre. Je connais pas beaucoup de sociétés de transport ou d'organismes de transport qui arrivent à
rédiger des horaires très clairs et très simples d'utilisation. C'est pas, des fois, il faut juste prendre l'habitude de démêler tout ça. Donc, l'équipe en place est vraiment là pour répondre aux questions des gens, puis les aider dans leur réflexion sur leur façon de se déplacer. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Face aux annonces budgétaires récentes du gouvernement provincial, le Rock Gym CDC est insatisfait. Voyant peu de solutions pour les besoins communautaires et individuels, Geneviève Giguère, coordonnatrice générale, s'interroge comment les organismes communautaires peuvent-ils s'y retrouver face à des promesses partiellement tenues et une réduction des fonds alloués à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale? C'est quoi vos principales préoccupations suite à l'annonce de ce budget provincial? Parce que je sais que pour beaucoup de monde, ça peut être du chinois. On entend parler on est en déficit, il y a 11 milliards, c'est des chiffres tellement gros, et puis que dans le budget, concrètement, il n'y a pas écrit une ligne qui dit que le Rock Gym va recevoir ça. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, comment tu connectes cette annonce du budget, ou quand tu as été voir peut-être plus en détail, comment est-ce que tu connectes ça au fait que justement, il va y avoir un impact sur les organismes communautaires? En fait, dans le budget, il y a quand même des lignes qui disent renforcer l'action communautaire, investir dans les groupes communautaires en alphabétisation, investir dans les groupes communautaires de cette année en difficulté. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, des groupes communautaires en difficulté. Il faut savoir que dans le budget, il y a le budget qui est déposé en premier, mais après ça, tout ça fait l'objet de l'étude des crédits. Puis l'étude des crédits, elle, là, c'est comment les montants annoncés au budget, comment on répartit. Donc, quelle organisation va avoir quel argent. Fait que là, nous, au moment où on se parle là, je sais qu'il y a des sous pour les organismes en difficulté, 29 millions. 29 millions pour les organismes en difficulté, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par organisme en difficulté. Je ne sais pas non plus si ils veulent dire les organismes qui servent au réseau public pour pallier au trou de service du réseau public, c'est eux autres. Bref, tout ça va se savoir à l'étude des crédits. Donc, il y a des choses comme ça qui nous permettent d'identifier à travers le budget des choses qui pourraient nous être attribuées, mais on ne sait jamais selon quelle modalité, selon quelle exigence, selon quelle attente. Puis c'est souvent là le nerf de la guerre. En fait, pour moi, j'ai deux nerfs de guerre, si on peut dire. Moi, je veux de l'équité. Pour moi, je considère que tous les groupes communautaires constituent, réunis, un beau gros filet de sécurité. Fait que si tu enlèves deux maillons, ben, t'affaiblis les autres. Donc, moi, je veux que tout le monde ait des sous, je veux que tout le monde soit renforcé, je veux que les groupes en sécurité alimentaire, les personnes handicapées, les personnes âgées, tout le monde puisse avoir réponse à leurs besoins. Puis c'est souvent pas le cas. Souvent, ça va avec l'activité politique, ça va avec l'activité médiatique. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je suis attentive, l'équité de financement, puis la réponse aux besoins de tout le monde. Est-ce que tu veux dire que ces termes utilisés d'organismes en difficulté sont des termes peut-être un peu larges pour se donner de la marge là-dedans? Oui. Pour moi, ça veut rien dire. OK. Pour moi, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour moi, tous les groupes sont potentiellement en difficulté. Il n'y en a pas un qui se sent toutes ses affaires avec son financement, là. Donc, ils sont tous en difficulté. Mais c'est sûrement pas ça qu'ils pensent, là. Le budget, là, c'est sûrement pas comme ça que c'est réfléchi. Fait qu'il faut savoir comment c'est réfléchi. Puis après ça, il faut savoir comment ça va être donné, puis ça va être quoi les exigences. Fait que ça, c'est les deux affaires que je regarde attentivement. Et l'autre affaire qui s'ajoute cette année, tu l'as nommé de tantôt, là, c'est le fameux 1,1 milliard sur 5 ans qu'on nous a annoncé en 2022.
Puis ça, là, moi, j'ai entendu nos députés, la ministre responsable de l'action communautaire dire on a investi 1,1 milliard dans l'action communautaire. Mais c'est 1,1 milliard là, c'est de l'argent additionné année après année. Fait que c'est pas 1,1 milliard en vrai, là, c'est quelque chose comme 286 millions par année. Le vrai chiffre, regarde, je l'ai pas loin ici en plus. Donc, cette année, le 1,1 milliard là, pour renforcer l'action communautaire, là, ça donnait un investissement 22-23 de 149 millions. L'année d'ensuite, 182 millions. L'année d'ensuite, 219 millions. On est dans ce 219 millions-là, là. Ben, moi, je vois des 29 millions pour les organismes en difficulté. J'en vois pour les groupes familles en éducation puis tout ça. Fait que je sais pas là, qu'est-ce qui va. Si quand on annonce des budgets sur 5 ans en 2022, je devrais-tu retrouver les montants en 2024 puis en 2023? Fait que c'est comme si on se perd. Puis ce qu'il y a de particulier dans ce budget-là, justement, quand tu me dis qu'est-ce que tu vas, comment tu fais pour le décortiquer, on s'est cassé la tête beaucoup, beaucoup, là. Parce qu'on dirait qu'ils veulent juste nous mélanger, là. Ils utilisent des termes qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Ils nous font des annonces sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. Là, 2 ans, ils nous ont fait une annonce sur 5 ans qu'on ne voit pas. On devrait-tu le voir? Fait que c'est sûr qu'à l'étude des crédits, moi, je m'attends là, pour que le PSOC, au PSOC Mission Globale, c'est-à-dire la source de financement des groupes en santé et services sociaux, je m'attends à avoir un 40 millions investi pour le Québec. Puis une fois rendu dans la région, j'ai minimum 1 million à partager à mes groupes. Parce que sinon, ça va vouloir dire que ça, là, le budget 2022, là, ben, c'était même pas vrai. C'était des intentions. La première année, c'était vrai. La deuxième année, ça a été quasiment vrai. Parce qu'on devait avoir 40 millions, puis on en a eu 39. Ben, la troisième année, ça va être vrai. Un peu, beaucoup, énormément, la folie. Je sais pas. Mais moi, j'aime pas quand on nous fait dire, quand on nous dit qu'on a investi 1,1 milliard puis qu'on n'a pas raison d'être pas content. Mais c'est 1,1 milliard là, on le voit pas. On va-tu le voir? Déjà, on a 1 million de retranchés, puis le 40 millions, je ne sais pas si ouais. Donc, c'est-à-dire que là, concrètement, il y a un impact qui est déjà concret de ce sous-financement sur les organismes. Comme tu disais, tout le monde est en difficulté, mais ça veut dire qu'en fait, cette prévision budgétaire-là n'amène pas forcément la possibilité l'impact continue, en fait, et ça va continuer, c'est ça que je comprends. Oui, puis tu sais, on serait malhonnête de dire que le gouvernement, dans les dernières années, n'a pas investi dans les groupes communautaires. Il y en a eu des sous, là. Il y en a eu les 40 millions, puis les 37 millions. Il y en a eu des sous. Il y en a eu des sous dans l'Alliance pour la solidarité aussi. Il y en a eu. On nous en annonce beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a, mais il y en a eu. Ça, c'est important de le dire. Après ça, ben, je veux dire, les conséquences, c'est toujours les mêmes. Je veux dire, ça fragilise la réponse aux besoins du milieu. S'il y a une maison de jeunes qui fait face, par exemple, à une grosse crise, je sais pas, moi, de toxicomanie, mettons, là, dans les jeunes, parmi les jeunes qui les fréquentent, ben, je veux dire, si déjà sa marge de manœuvre est réduite, dès qu'il y a un imprévu qui demande, je veux dire, il faut qu'il il se mette à courir après les demandes de soutien financier, renforcer son action. C'est rien de renforçant de ne pas avoir une mission un financement à la mission qui est adéquat pour avoir une structure de base qui te permette de tourner sur une scène. Fait que les groupes communautaires sont quand même agiles. Ils se tournent quand même beaucoup sur des scènes. On a des bons liens avec notre milieu là, ici. Là, fait que c'est bien, c'est simplifié. Donc, il y a beaucoup de soutien. Euh, mais il y a du monde qui tombe dans le crack, il y a des services qu'on peut pas offrir, il y a des périodes de fermeture qu'on doit faire dans l'année, il y a il y a des gros cassages de tête chez bien des directions d'organismes communautaires qui disent comment je vais faire pour donner tous ces dépannages alimentaires-là, avec mes petits plats plongés, j'y arrive pas, j'ai pas de sous, le transport accompagnement, c'est beaucoup de casse-tête. Puis beaucoup d'insécurité. On a peur de ne pas être capable, des fois, de répondre aux besoins du monde, puis les besoins sont grands, puis si on ne répond pas à ces besoins-là, ben on les fait, les gens se vulnérabilisent juste encore plus. Fait que ça, on ne veut pas ça, là. Et dans les termes que tu disais, qui semblent flous, qui ne donnent pas trop de clarté justement à où va l'argent et si qui va recevoir l'argent, est-ce que tu nommais qu'il y a une étape qui s'en vient là, par rapport au crédit, c'est une vérification par rapport à... J'ai oublié le terme, excuse-moi. L'étude des crédits. C'est ça, Les-
ben, eux, suite à ça, ça va donner plus de clarté, c'est ça que je comprends. Est-ce que tu attends quelque chose avec impatience là-dedans pour savoir Oui, vraiment où va aller l'argent? mais pour moi, c'est toujours ce moment-là. En fait, là, on voit le budget. Comme je dis, tu sais, c'est sûr que nos organisations nationales fait des représentations pour savoir, pour savoir, mettons, au ministère de la Santé, là, est-ce qu'ils vont le voir, ce 40 millions-là? Donc, tu sais, nous, on est l'interlocuteur régional, fait que c'est sûr que je vais parler avec nos, euh, nos personnes représentantes du CIS de la Gaspésie là, pour savoir, tu sais, t'as entendu parler de ce 40 millions-là, combien qu'on va avoir, nous, dans la région, puis les régions vont faire pareil. Normalement, on a ces réponses-là fin juin, juste avant de partir pour la période estivale. Et en revenant, ben, on fait l'exercice de répartition quand il y a des fonds. Fait que comme je te disais, moi, j'espère avoir un minimum d'1 million arrivé parce que l'année passée, on a eu 1 142 000, là, je vais de mémoire, là, mais dans ces eaux-là, fait que sur 39 millions, parce qu'on nous avait retranché 1 million. Donc là, si on a, mettons, tout, ben, j'espère qu'on va avoir 1 million à se partager minimalement entre tous les groupes en santé et services sociaux. Puis après ça, ben, il y a les autres, là. Famille, éducation, défense de droits, en difficulté, on va voir. Mais moi, sur le 40 millions, j'en vois 10 d'annoncés. Fait que dans le budget, là. Est-ce que ça veut dire que c'est 10 plus 40? Hey, ça serait une bonne nouvelle. Ça veut dire que le gouvernement aurait conscience de la difficulté qu'ont les organismes, ça serait un miracle ou pas? Ah, non, mais ils ont tout à fait conscience de la... Ouais, Non, hein. non, ils ont tout à fait conscience. D'accord. Ils ont aussi conscience de notre capacité à faire beaucoup avec pas grand-chose, puis du grand cœur qu'on a. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap d'Espoir. Une résidence pour artistes a ouvert ses portes il y a 1 an à Newport et déjà plusieurs artistes y ont séjourné et il y en a beaucoup d'autres qui seront présents cette année. On tient aussi des événements de toutes sortes. Nous allons à la rencontre de Sean Grenier, propriétaire du Germinal. Sean Grenier, merci beaucoup de m'accueillir ici au Germinal à Newport. Donc, qu'est-ce que c'est le Germinal? Ben, merci d'être venu. Le Germinal, c'est une résidence d'artistes. C'est quoi une résidence d'artistes? En fait, c'est un endroit où des artistes d'ici ou d'ailleurs là, peuvent séjourner pendant quelques jours, quelques semaines, même quelques mois, pour vraiment se concentrer sur la création. Donc, à quoi ça peut ressembler, se concentrer sur la création? Mais ça peut faire de la recherche, ça peut être de s'intégrer dans la communauté puis essayer de voir comment que cette communauté-là peut influencer la création ou de juste tout simplement créer. Fait qu'on a des artistes qui viennent de l'extérieur, on a des artistes qui sont venus de Montréal, de la ville, on a des artistes qui sont venus des États-Unis, puis là, on a des artistes qui viennent même de la MRC Rocher-Percé. Là. Parce que ça fait pas longtemps, pareil, que vous avez ouvert en tout cas, la maison, là. Ouais. Ça fait combien de temps? Là, ben, ça fait 3 ans qu'on est en Gaspésie. On a acheté la maison il y a 3 ans, mais ça fait juste 1 an qu'on a des activités. Donc, il y a environ 1 an, on a eu la première activité qu'on a eue. Le premier résident, c'était Philémon Simon, qui est un chanteur. Il est venu ici, il a donné un show, il a travaillé sur son prochain album, ici à Newport. Là, puis il a même fait un vidéoclip à Pabo que j'ai fait avec lui. Fait que, non, il est venu ici pendant environ 3 mois. Là, fait qu'il a vraiment eu du fun. Puis c'est vraiment là que ça a commencé. Après, on a eu une autrice, Alexandra Tremblay, qui travaille sur son livre. Puis après, on a eu Soubi, qui est une artiste palestinienne qui vient des États-Unis, qui a fait une expo ici. Là. Donc, c'est pas juste pour des artistes en art visuel, comme on peut voir sur les images en arrière. C'est tous les artistes qui font de la création. Parce que tu viens de parler justement
d'un auteur, chanteur qui est venu composer de la musique ici. Exactement. C'est vraiment ouvert pour tout le monde. Oui, c'est ouvert à toute forme d'art. On n'a pas vraiment de spécificité. La seule chose, c'est peut-être, tu sais, comme si quelqu'un joue de la batterie, mais tu sais, on essaie d'avoir quand même un espace paisible pour tout le monde qui habite ici, là, parce qu'en fait, tout le monde veut se concentrer sur la création. Fait que c'est sûr que si quelqu'un joue de la batterie, ben c'est moins propice à la création, là, mais sinon, on est vraiment ouvert à toute forme d'art. OK. C'est quoi l'évolution de Germinal? Tu dis que tu as acheté le bâtiment il y a 3 ans, puis ça fait 1 an que le Germinal opère comme vous en parlez là. Ouais. Donc, c'est quoi son évolution? Comment ça a commencé? Ça a commencé, bien, en fait, on a acheté la maison ici, puis là, il y a eu quand même beaucoup de... On a tout peinturé au complet. On a tout vraiment aménagé pour que ce soit idéal pour des artistes, parce que je veux pas, quand des artistes qui viennent pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis s'ils viennent de l'extérieur surtout, tu sais, s'ils viennent d'un autre pays, bien, il faut qu'ils soient accommodés le mieux possible, parce qu'ils se déplacent, tu sais, ils défraient quand même il y a comme des coûts à défrayer pour venir jusqu'à Newport, là. Il n'y a pas juste aller à Montréal, là, prendre l'avion, il faut aussi qu'ils prennent l'autobus pour venir ici. Fait que on veut que ce soit, après un long périple jusqu'à Newport, bien, que ça soit le mieux accommodé pour eux possible. Fait qu'on a accommodé ça pendant quand même 2 ans, là, de peinturer pas mal, puis de monter des lits, puis de rafraîchir un peu le lieu, parce que c'est un lieu centenaire. C'est un lieu qui est sur le bord de la mer. C'est vraiment un lieu extraordinaire. C'est juste qu'on voulait le rafraîchir un peu là, pour qu'il soit un peu mieux accommodé là, pour les artistes. Mais ça a quand même été long pour pouvoir monter votre projet. Oui, bien, c'est un gros lieu, hein? C'est un gros lieu. Il y a 6 chambres au total au 2e étage. Au 1er étage, il y a la galerie, comme vous pouvez voir ici. Il y a un petit espace à l'entrée qui est un espace d'accueil, puis un espace qui peut aussi être un espace galerie également. Il y a la cuisine qui est utilisée par les artistes qui sont en haut. Il y avait pas mal de choses là, à travailler. Au total, il y a 5 salles de bain dans la maison. Fait qu'il y a beaucoup de choses à rafraîchir. Il y avait beaucoup de choses à rafraîchir, mais là, on est correct. Là. De créer un lieu comme celui-là, l'idée a parti de où? Bon, l'idée a parti de où? C'est une bonne question. Moi, dans la vie, je suis un YouTuber, je fais des vidéos sur l'histoire de l'art. Fait que c'est comme ça que je fais mon revenu, c'est comme ça que je gagne ma vie. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand on fait des trucs en ligne, surtout, c'est qu'on a besoin comme d'une façon de le rendre tangible, de le rendre physique. Puis la façon de le rendre tangible, de le rendre physique, pour moi, de mettre en lumière des artistes, en mettre en lumière le travail des artistes, c'est en faisant une résidence d'artistes. Moi, mes grands-parents viennent d'ici. Moi, je ne viens pas d'ici. Moi, je suis né à Montréal, mais mes grands-parents viennent de Chandler puis de Port-Daniel. Fait que je suis venu où mes grands-parents habitent. Mon père habite ici aussi. Fait que, en venant ici, je me suis dit, c'est l'endroit idéal pour faire une résidence d'artiste. Il y avait cette maison-là ici qui était disponible, fait sur le bord de la mer, avec le cachet patrimonial incroyable. Donc, on a décidé de venir ici. C'est quoi que... Tu dis que ça permet aux artistes de venir... créer tout ça, entre un artiste qui serait chez eux et qui déciderait de venir ici, on pourrait dire, c'est quoi l'avantage que ça offre de venir dans un endroit comme celui-là plutôt que d'être chez soi pour l'artiste? C'est intéressant comme question parce que ça va vraiment différer d'artiste en artiste. Bon, cet été, j'ai comme 14 artistes qui viennent. Là. Juste pour l'été, on a quand même un été quand même assez chargé. Très chargé, oui. Mais c'est le fun. Mais il y a certains artistes qui, eux autres, ils disent « Moi, je veux la tranquillité. Moi, je m'en viens sur le bord de la mer, en Gaspésie, je vais m'isoler pour la tranquillité. » Il y en a d'autres qui disent « C'est pas nécessairement la tranquillité que je cherche. Moi, c'est juste de sortir de mon quotidien. » Surtout quand ils habitent en ville. Il y a beaucoup d'artistes qui habitent en ville. Puis ils sont là, puis ils disent, tu sais, il y a du bruit, je suis tout le temps dans mes affaires, puis c'est difficile de sortir de ma tête quand je suis dans mes affaires. Ils disent, en sortant, en allant dans une place qui est vraiment faite pour la création, bien ça peut m'aider. Puis finalement, il y a du monde, comme il y a une artiste qui m'a contacté juste cette semaine, justement, qui me disait, moi, je veux avoir un contact avec les gens locaux, essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter, moi, à ma création. Fait que ça veut dire quoi être gaspésien? La réalité gaspésienne est extrêmement différente de celle de la ville. Je pense que les gens de la ville le savent, puis je pense qu'on le sait en étant gaspésien. Fait que l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y a des façons à travers lesquelles les artistes peuvent s'inspirer du vécu puis de la culture gaspésienne? Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ici?
Fait qu'il y a la résidence d'artistes, dont j'ai parlé, mais il y a aussi des ateliers pour les artistes locaux. Ben, je dis local parce que c'est deux femmes. Il y a Karine Leblanc de Grande-Rivière, puis il y a Luba qui vient de Pabot Mills. Donc, ces deux artistes-là louent deux ateliers dans le lieu. Fait que c'est le fun parce que, en fait, quand il va y avoir des résidences, quand il y en a, en fait, les artistes locaux peuvent interagir puis aussi parler avec les artistes qui habitent ici. Fait que ça crée déjà des connexions entre artistes de la Gaspésie puis entre artistes souvent de l'extérieur. Est-ce qu'ils sont permanents ici? Les deux artistes avec les ateliers, oui, ils ont tous les deux les ateliers depuis l'été passé. Là. Fait que tant qu'ils ont besoin de ces ateliers-là, eux autres sont ici, ici pour rester. Donc ça a été vos premiers locataires? Oui, ben, en quelque sorte, oui. En fait, Philémon est arrivé un peu en même temps. Là. Fait que c'est vraiment comme tout a commencé à arriver en même temps l'été passé. C'est là que ça a commencé à travers Philémon. Mais les autres sont ici plus de façon permanente. Là. Fait que là, il y a les autres qui sont là, puis après, il y a les artistes qui font une rotation, là, puis ça crée en fait beaucoup de liens, puis je sais pas, là, d'échanges. Donc, c'est quel genre d'exposition que vous présentez ici? Parce que justement, on l'est dans la salle elle-même, là, mais c'est pas comme le musée Chafaud, mettons, c'est autre chose. Donc, c'est quoi? Oui, ben en fait, il y a plusieurs événements. Là, c'est notre 3e exposition depuis l'été passé, mais on a aussi fait des shows de musique avec Philémon, notamment. On a fait des causeries, on a fait des open mic avec des micros ouverts. Mais pour ce qui est des expositions, là, c'est la 3e. C'est une artiste de Sainte-Thérèse, Johanna, qui fait de la photographie. On essaie de faire des expos qui sont un peu plus, comment dire, qui sont différentes, qui sont des fois un peu subversives, des trucs qu'on ne verrait pas nécessairement dans des institutions plus traditionnelles. Donc, la première exposition, c'était sur le détournement. Détournement, on a décidé de détourner des œuvres gaspésiennes, qui sont souvent, on dit souvent plus comme les rochers percés, tout ce qui est comme plus traditionnellement gaspésien. On les a détournés pour en faire des œuvres nouvelles, des œuvres un petit peu différentes de ce qu'on est habitué à voir. La deuxième expo, c'était sur la Palestine avec Soubi, qui, elle, c'est une artiste palestinienne qui vient des États-Unis, qui était venue ici, puis qui a fait une expo là-dessus. Puis là, l'expo en ce moment, c'est l'expo sur les natures queer, fait que c'est sur les personnes queer en région, en Gaspésie. Et puis l'idée, c'est de vraiment créer un lieu un peu différent de ce qu'on est habitué à voir là, dans les institutions plus traditionnelles, dans les lieux de diffusion qui sont plus, disons, qui font plus de l'art. Ça, c'est plus mon éditorial, là, et qui font plus souvent de l'art plus pour les touristes que pour les Gaspésiens. C'est souvent, on fait de l'art pour attirer les touristes, parce que c'est ça qui fait de l'argent. Mais ici, on ne fait pas d'argent avec ça. Nous autres, on veut faire de l'art qui provoque, on veut faire de l'art qui amène des nouvelles idées, on veut faire de l'art qui parle aux Gaspésiens de choses qui sont un peu différentes de ce qu'on est habitué à entendre. Tu as parlé comme l'artiste, le chanteur, vous avez fait un événement avec ça. Oui. Dans le fond, c'est des événements qui peuvent s'étirer dans la soirée, mettons. Oui. Donc, pendant la visite, tout à l'heure, en préparation, tu m'as montré une chambre que tu appelles le dortoir. Oui. Dans le fond, des gens de l'extérieur qui viennent, t'es pas obligé de te limiter dans le temps parce que tu dois te dire que les gens doivent repartir. Ouais. Le monde peut rester quand même. Oui, bien en fait, l'idée, c'est une des choses qu'on s'est rendu compte en venant en Gaspésie, moi et ma copine, c'est que si on veut sortir, bien, on est tout le temps en train de conduire. Fait qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui conduit et qui ne boit pas, ou qu'on ait des conducteurs désignés, peu importe. Puis des fois, souvent, ça limite. Ça peut limiter la consommation puis limiter le fun, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ça peut aussi limiter la durée de temps dans nos événements. Fait que, par exemple, si tu descends de Bonaventure jusqu'à Newport pour venir voir un événement, ben c'est quand même 1 heure. Fait que tu peux pas partir à minuit, 1 heure, parce que tu vas arriver tard chez vous, là, puis tu vas être fatigué. Fait que une des choses qu'on s'est dit, c'est qu'on a un dortoir en ce moment avec 2 lits superposés simples, puis on s'est dit, ben, tu sais, au pire, s'il y a quelqu'un qui veut descendre de Bonaventure, qui veut descendre de Gaspé pour venir dans un de nos événements, bien, ils peuvent dormir là. Il y a aussi, pendant le concert de Philémon, justement, il y a eu comme 2-3 personnes qui ont piqué leur tente en arrière puis qui ont dormi dans leur tente. Fait que comme ça, c'est une petite ambiance festive, un petit peu accessible aussi, parce que c'est pas tout le monde qui veulent conduire aussi la nuit là, sur la 132. Fait que on essaie de rendre ça le plus accessible possible. Donc, les expositions et toutes les activités, les événements que vous organisez,
Quelqu'un qui veut se tenir au courant, j'imagine que vous avez un site web ou une page Facebook que le monde peut consulter. Oui, on a le site web, c'est legerminal.ca. Et pour la page Facebook, c'est là qu'on met plus nos événements, puis on met beaucoup de vidéos. En fait, tous les artistes qui viennent ici ont une vidéo qui sont produites sur eux. Fait que comme ça, on est capable de les présenter à la population. C'est une façon de faire un peu un pont ou un lien entre les artistes qui habitent ici puis la population. Quand il y a des événements, souvent on fait des vidéos sur les événements. Fait qu'on fait tout ça, on met tout ça sur Facebook. Là. C'est tout, Facebook, c'est Germinal Newport. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Quelque chose qu'on pourrait rajouter, mais c'est de venir participer aux événements. On n'est pas financé par aucune instance gouvernementale, c'est vraiment tout fait par du travail de bénévoles. Fait que s'il y a des gens qui veulent contribuer puis aider, la meilleure façon de le faire, c'est de venir à nos événements. C'est gratuit la plupart du temps. Je pense qu'on n'a aucun événement qui a coûté jusqu'à maintenant. Fait que de venir juste à nos événements, de nous encourager, d'encourager les artistes, puis d'encourager l'initiative gaspésienne là, sur la culture et l'art. Alors, aujourd'hui, ça donne bien. On a une artiste qui est là, Karine Leblanc. Donc, je vais aller lui parler. Alors, Sean Grenier, merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup, puis bonne conversation avec Karine. Un endroit comme celui-là, comment vous trouvez ça d'avoir accès à une maison d'artistes comme celle-là? Bien, moi, je trouve ça formidable. Ça me donne un lieu, premièrement, pour travailler en dehors de ma maison, en dehors de ma zone domestique. Donc, ça me permet de pouvoir me concentrer à 100% sur mes projets artistiques, sur mon travail, sur ma carrière. Donc, déjà, juste d'avoir un espace à soi comme ça, c'est vraiment précieux. Et puis, plus précisément, au Germinal, ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir avoir des contacts avec des artistes, avec d'autres personnes pour qui l'art et la culture est important. Ça permet de créer des échanges riches qui nous donnent à réfléchir ou à penser autrement. C'est super stimulant aussi de travailler sur ses propres projets quand on est bien entouré, quand on peut partager puis échanger. Et puis, j'aime aussi le fait qu'il y a des événements, il y a des expositions, des soirées. Donc ça aussi, ça offre une belle possibilité d'activités riches. Tu en as parlé, tu sais, côtoyer d'autres artistes. Le fait d'avoir des artistes qui viennent de d'autres pays, oui. Tu vois, est-ce que ça peut amener, est-ce que ça peut aider aussi à la création, à aller chercher peut-être justement des inspirations qui viennent d'ailleurs, puis les incorporer peut-être dans tes œuvres? Bien, absolument. Puis c'est même arrivé parce qu'il y a peu de temps, il y a eu un vernissage avec une jeune artiste américaine d'origine palestinienne. Puis pour cet événement-là, j'ai eu la chance de participer puis de faire une petite performance intime avec le public qui était présent. Puis cette performance-là, je suis en train de la transposer dans mon travail puis de vouloir aller plus loin avec ça. Donc c'est même déjà arrivé. Oui, je pense que plus on rencontre des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont différents, qui ont une expérience différente, c'est enrichissant pour soi. Merci beaucoup. Bienvenue. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui, notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Nos jeunes athlètes du club d'athlétisme Les Lobsters de Grande-Rivière se démarquent lors des championnats auxquels ils participent. Dépassement de soi, podium, record personnel et retour aux compétitions malgré des problèmes de santé. Pour les aider à se dépasser, ils peuvent compter sur une coach passionnée. Elle leur montre également qu'il n'y a pas d'âge pour faire ces compétitions en allant participer au championnat panaméricain en Ohio cet été. On rencontre des jeunes qui nous donnent leur impression sur les championnats auxquels ils participent, ainsi que leur entraîneuse Brigitte Paradis.
Il sera aussi question des championnats à venir. Il y a eu quelques compétitions depuis le début de l'année. À quoi vos jeunes ont participé? Bien, on a commencé notre saison au mois de janvier avec les relèves Vaudreuil-Dorion. J'ai eu 3 athlètes qui se sont rendus là-bas, dont Thomas Deschaines, Thomas Puget puis Mia Lepage. C'était vraiment plaisant. C'est une belle expérience. C'est la première fois qu'on allait au championnat Vaudreuil-Dorion. Et même au niveau de mon plus vieux, Thomas Puget, il a dû courir une catégorie plus haute que lui contre les seniors, parce que il y avait seniors, ouverts et juvéniles. Et mes 3 athlètes ils participaient aux 800 mètres et ils ont tous les 3 battu leur record personnel aux 800 mètres. Donc, c'était vraiment un beau début de saison. Et Mia Lepage, qui est terminée 2e en remportant la médaille d'argent chez les Benjamin filles aux 800 mètres. On a eu aussi les championnats québécois d'athlétisme. Oui, c'est ça. On a eu les championnats québécois d'athlétisme qui se sont déroulés à Québec, où j'ai 5 athlètes qui sont venus au championnat. On a Benjamin, qui malheureusement n'est pas là pour l'entrevue, mais Benjamin qui est terminé 3e au lancer du poids au Québec à ce championnat-là, qui est sa première médaille au niveau championnat provincial. Nous avons aussi Clara Nicolas, qui a fait la marche athlétique, qui a gagné la médaille d'argent et qui est terminé 7e en finale au lancer du poids. Et Thomas Puget, qui participait aux 800 mètres et aux 1500 mètres et qui a battu son record personnel encore une fois aux 800 mètres. Et Thomas Deschaines qui faisait le 800 mètres et 1200 mètres. Ça a été une compétition beaucoup plus dure pour Thomas et Mia au niveau du 800 mètres, 1200 mètres parce qu'il y avait les conditions de santé n'étaient pas là. Et le tout dernier en liste qui date de la semaine passée, qui se trouve être les championnats canadiens. Oui, c'est ça. On a 2 athlètes que pour une première fois, le club d'athlétisme et Lobster, on avait 2 athlètes au championnat canadien qui se déroulaient U16, U18, U20 à Montréal, à Centre-Claude-Robillard. Thomas Puget et Thomas Deschaines qui ont participé à ce championnat-là. Thomas Puget qui a encore battu son record personnel aux 800 mètres lors de cette compétition-là et qui n'a pas pris part aux 1500 mètres à cause d'une blessure. Et on a aussi Thomas Deschaines qui a fait le 800 et 1200. Tu as participé au championnat québécois d'athlétisme intérieur. Dans l'ensemble, ton expérience à ce championnat-là, comment tu l'as trouvé? Ben, c'était le fun. C'est sûr que c'était mon premier, fait que c'était un peu différent qu'à l'extérieur, mais c'était le fun. Comme c'était tes premiers, pour toi, est-ce que c'était intimidant de te présenter à des championnats? Ben, pas vraiment, là. Ça va, c'est un peu gênant, là, mais après, tu te fais une bulle, puis ça va. T'as gagné quand même la médaille d'argent pour la marche athlétique. Ouais. Ben ça, c'était le fun. C'était une belle expérience, là, pour mon premier surtout. Puis j'ai battu mon record personnel. Puis c'était ça que je voulais battre, là. Et tu as fait une participation aussi au lancer du poids. Comment tu as trouvé ça? Ben, c'était le fun. J'ai fini 7e sur 13. Puis c'était une belle expérience aussi. Puis je pense que j'aimerais en refaire d'autres. Donc, tu as participé au championnat à Vaudreuil. Ton expérience au championnat, comment tu as trouvé ça? Ben, au début, je me sentais un peu intimidée parce que les filles étaient vraiment grandes. Puis c'est comme... Je suis comme une des plus jeunes, là. Fait que je pensais pas avoir un podium, mais finalement, ça s'est bien passé. Oui, parce que tu as quand même terminé 2e aux 800 mètres. Il y a de quoi être fier. Ouais. Comment tu te sens d'avoir fini justement 2e sur le podium? Ben, j'étais vraiment fière, là. Je m'attendais pas vraiment à ça, mais j'étais quand même bien préparée. Alors, tu as participé au championnat canadien d'athlétisme. Ton expérience à ces Jeux-là, comment tu as trouvé ça? C'est vraiment une belle expérience. Ça m'a permis de faire des compétitions de plus haut niveau. Même si c'est stressant, j'ai bien aimé ça. À ma première course, j'étais vraiment stressé. À la 2e, ça a mieux été. Pour toi, c'est un retour aux compétitions. Tu as dû faire un arrêt? Oui, j'ai fait un arrêt pour des raisons médicales, mais là, je suis de retour. Ça fait 2-3 compétitions que je fais déjà. Je suis pas aussi bon qu'avant, mais ça revient. Ça fait combien de temps que tu étais à l'arrêt? À peu près 2 ans. OK. Donc,
C'est quoi que tu avais perdu puis qui est plus dur à retrouver comme capacité, on pourrait dire? J'ai beaucoup perdu en cardio. C'est ce qui est le plus dur, ça prend le plus de temps à revenir. C'est sûr que je le sens quand je cours. Je suis plus aussi endurant qu'avant. Mais sinon, ça va. Donc, tu as participé au championnat canadien. Comment s'est déroulé ce retour-là à la compétition pour toi? C'était bien, c'était une belle expérience. Un niveau beaucoup plus élevé que ce que j'avais l'habitude de voir, mais ça a quand même été. J'ai fait une belle compétition, je me suis amélioré. C'était vraiment une belle expérience. Dans le fond, les compétitions que tu as faites avant d'aller à celui-ci, est-ce que ça t'a quand même bien préparé? Oui, j'ai fait 2 compétitions avant, donc à Vaudreuil et à Québec. Donc c'était un retour à compétition, mais ça s'est bien passé. Je me suis amélioré à chaque fois. Ça revient petit à petit. Je pense que d'ici la fin de l'année, je devrais être vraiment revenu dedans. L'année prochaine, je vise les médailles. Et maintenant, pour vous, c'est aussi un retour aux compétitions parce que vous avez dû vous arrêter pendant quelques années, si on exclut la partie COVID là, qui a mis une pause justement à toutes les compétitions. Oui, il y a eu une pause dans la période COVID après 2020, mais moi aussi, j'avais recommencé la compétition en 2020, j'avais participé au championnat provincial, j'avais gagné, puis j'étais boostée, mais après les années qui ont suivi, j'ai eu des problèmes de santé, ce qui fait que j'ai eu un anévrisme au cerveau, j'ai dû arrêter la compétition. Donc, puis l'année passée, j'ai décidé de reprendre l'entraînement, puis j'ai décidé de participer au championnat provincial québécois, qui avait dans la même fin de semaine des championnats canadiens Master, à Montréal, à Claude Robillard. Puis, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que j'étais plus en forme que je pensais. Parce que tu ne sais pas, quand ça fait plusieurs années, tu ne t'es pas entraîné. Parce que j'ai fait le 50, le 60 mètres, puis je suis montée sur le podium dans les 2 épreuves. Et ainsi, au niveau du saut hauteur, que je ne m'avais même pas entraîné, parce que je ne peux pas m'entraîner ici, on n'a pas d'équipement. Donc, j'ai aussi terminé première en hauteur au Québec et 2e au Canada. Donc, tout ça fait que j'ai décidé de poursuivre mon entraînement. Puis là, je m'en vais au championnat panaméricain, qui est aux États-Unis, en Ohio, avec les cet été là, pour représenter le Canada au Panaméricain. Thomas Puget me parlait que pour lui, ce qui avait été difficile à récupérer, c'était le cardio. Dans votre cas, qu'est-ce qui a été le plus dur à reprendre? Moi, je pense que moi aussi, le cardio, ça n'a pas été facile. Moi, je suis sprinteuse. Ça. Mais je pense que ce qui a été le plus dur, c'est de reprendre au niveau de mon habileté sur le bloc de départ. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris des blocs de départ, donc je n'avais pas beaucoup entraîné sur le bloc de départ. Donc, avoir un bon départ, pousser sur le bloc de départ pour vraiment avoir une gravité, là, ça, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur. Mon cardio, il est suivi, parce que moi, je fais que 50 mètres, 60 mètres. Mais le bloc de départ, je pense que c'est ça que j'ai trouvé vraiment le plus dur. Puis ça si tu pars mal sur ton bloc de départ, c'est sûr que tu ne peux pas avoir une grosse performance, parce que tu perds des fractions de secondes importantes au départ. Là. C'est très technique, le bloc de départ. Oui, c'est ça, parce que le bloc de départ, tu as la poussée vers l'avant. Puis tu ne peux pas t'élever directement. Tu dois faire une propulsion de 5 mètres penché pour monter par après. Donc, ce qui fait que c'est très, très technique. Donc, si tu pousses mal ton bloc de départ, tu rates ton départ. Donc, c'est super important, le bloc de départ. Ça fait toute la différence dans tes résultats. Il y a les championnats québécois, les championnats canadiens. Vous visez maintenant les championnats internationaux. Accomplir ces championnats-là, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente, premièrement, moi, j'ai fait de la compétition toute ma vie. C'est comme revenir à mon enfance quand je compétitionnais au niveau international. Puis moi, c'est plus aller me prouver personnellement moi-même, vivre l'expérience, parce que moi, c'est une passion, l'athlétisme. Donc, dans le fond, si je refais ça, c'est aussi pour montrer à mes jeunes qu'il n'y a pas d'âge, puis qu'on peut recommencer, puis on peut poursuivre une carrière même si on a 59 ans. C'est ça aussi que je veux montrer à mes jeunes, qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on aime, une passion. Moi, je le fais par passion, par amour. Puis si je vais aux internationaux, c'est pas pour battre les records du monde, c'est vraiment pour moi, personnellement, pour aller vivre une autre belle expérience internationale. Puis les Panaméricains, ce qui est plaisant, c'est un peu les Jeux olympiques, mais pour les masters, parce qu'il y a toutes les disciplines. Il n'y a pas juste de l'athlétisme. Il y a de la natation, il y a du golf, il y a tous les sports. Donc, c'est comme des mini-olympiques, mais pour les masters, pour les gens de 35 ans et plus. Maintenant, il
Qu'est-ce qu'on a comme compétition qui s'en vient? Bien là, notre prochaine compétition va être le 26 mai à Pointe-Négamouk. Ça, c'est la finale régionale de l'Est du Québec. Puis ça permet de se classer pour les scolaires d'été, les championnats scolaires d'été. Donc ça, c'est la prochaine compétition qui s'en vient. Après ça, il y aura les scolaires, qu'on aura des athlètes qui s'en iront aux scolaires. Et par la suite, il va y avoir les championnats provinciaux d'été, dont il va y avoir le championnat provincial extérieur à Sherbrooke pour les plus grands. Puis pour les minimes, les benjamins, ils vont être à Montmagny cette année. Et aussi, il y a la sélection pour les Jeux de la Légion qui vont avoir lieu au mois de juillet. J'ai 2 athlètes qui vont s'essayer. Parce que ça, c'est une compétition qui est complètement juste la catégorie juvénile, dont les U18. Donc, il y a Thomas Puget et Alexis Ferland, au lancer du javelot, qui vont essayer de faire l'équipe du Québec pour les Jeux de la Légion, qui cette année sont à Vancouver. Ça serait vraiment une belle expérience d'aller faire ça. Puis ça serait s'il y en a un des 2 qui se sélectionne, ça serait nos premiers athlètes des Lobsters sélectionnés sur l'équipe du Québec. Parce qu'on n'a jamais eu aucun athlète dans toute l'histoire des Lobsters sélectionné sur l'équipe du Québec. Ça va être quand, cette sélection-là? Ça va être au mois de juillet, la fin de semaine du 6 juillet à Laval, à Montréal. Puis les Jeux de la Légion, eux, ils vont être plus tard dans la saison, vers fin juillet, là, à Vancouver. Là. Puis s'ils sont sélectionnés, donc ils représentent l'équipe du Québec, donc ils voyagent sur le nom de l'équipe du Québec, avec l'équipe du Québec en avion, et ils ont les entraîneurs de l'équipe du Québec avec eux autres. Donc, eh bien, Brigitte Paradis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Denis. Merci. Nous avons Madame Frédérique Audet et Madame Héloïse Bourdon, donc nutritionniste pour la santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de ce mois de la nutrition, hein, qui a pour thème, je crois, trouver un équilibre naturel à votre alimentation. En gros, ça ressemblait pas mal à ça. Donc, on va un peu traiter de cette question-là à travers différents enjeux. Je vais commencer par une première question, si vous me permettez. Quels sont les éléments clés d'une alimentation équilibrée, à votre avis? Ben, dans le fond, c'est un message qu'on transmet là, depuis quand même plusieurs années. Je dirais que les fruits, les légumes, là, ils font vraiment partie intégrante d'une alimentation qui va être saine, qui va être équilibrée. Ils ont une valeur nutritive qui est vraiment très intéressante, qui est riche. Puis ça fait en sorte là, qu'ils ont démontré des effets bénéfiques sur notre santé. Si on parle, par exemple, de prévenir certaines maladies chroniques comme les cancers, les maladies du cœur, donc ils peuvent en diminuer les risques. Puis d'ailleurs, là, le guide alimentaire en 2019, il a été mis à jour, le guide alimentaire canadien, puis il démontre vraiment l'importance qu'on leur accorde là, sur l'image de l'assiette. On voit là, qu'on leur octroie la moitié de l'assiette. Donc, ça démontre vraiment leur importance. Puis, ce qui peut être intéressant là, de savoir aussi, c'est quoi la quantité qu'on consomme, nous, dans notre région. Donc, les dernières données là, qu'on a, là, ils démontrent qu'il y a 50% des gens qui vont atteindre le 5 portions recommandées là, minimalement. Puis ce nombre de portions-là, là, il va correspondre, là, comme je viens de dire, à la quantité qui va permettre d'éviter là, certaines maladies. Donc, on voit que c'est bien le 50%, là, mais il y a encore place à une certaine amélioration. Là. Vous voudriez ajouter quelque chose? Non, ma collègue a absolument raison. L'importance des fruits et légumes dans une alimentation équilibrée est sans aucun doute la meilleure façon là, d'atteindre le maximum de l'alimentation. Donc, comme vous dites, 50%, c'est vrai, c'est bien, mais on peut faire mieux. Donc, c'est une question de sensibilisation. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un frein à l'atteinte de l'équilibre alimentaire, à votre avis? Certainement qu'il y a un frein, là, comme on vient de dire, il pourrait avoir là, plus de gens qui atteignent les recommandations de 5 portions par jour. Ce qu'on entend le plus souvent, là, c'est vraiment que les fruits, les légumes, ça coûte cher, donc le coût est élevé, puis c'est ce qui ferait en sorte là, que les gens en consomment peut-être moins. Par contre, là, c'est sûr qu'il peut exister des trucs pour contourner cette barrière-là, puis en mettre davantage là, dans notre panier d'épicerie. Donc, c'est vraiment la raison principale là, qu'on entend chez les gens. D'accord, voilà. Donc, il y a tout un travail à faire, hein, parce que l'alimentation, hein, c'est ce que c'est, on sait ce que c'est. Euh, Comment ajouter, donc, à la lumière de l'inflation, comment est-ce qu'on peut ajouter des fruits et légumes dans notre assiette sur une base quotidienne à moindre coût?
Ben, il y a plusieurs trucs. Je peux en nommer quelques-uns là, qui sont assez accessibles. Le premier, peut-être que tout le monde essaye de faire ces temps-ci là, avec le coût du panier qui est vraiment qui augmente là, de plus en plus dans les dernières années, c'est de regarder les spéciaux dans les circulaires. Donc, ça nous permet d'économiser là, sur l'achat des fruits et des légumes. Puis c'est intéressant aussi parce que ça va peut-être apporter le plus de variété d'une semaine à l'autre. Ça sera pas nécessairement les mêmes fruits, les mêmes légumes qui vont être en spécial. Donc ça peut être une façon là, d'y arriver. Ensuite, il y a d'opter aussi pour acheter des fruits et des légumes sous d'autres formes. Donc, on n'est pas obligé de toujours y aller vers des légumes frais. On peut opter là, pour des produits, par exemple, qui vont être surgelés, qui vont être en conserve. Donc, souvent, là, ils peuvent venir en spécial ou être déjà d'emblée moins chers que les légumes frais et les fruits. Puis c'est intéressant parce que ça se conserve super longtemps, donc on peut en avoir toujours là, à la maison pour les semaines où peut-être que les spéciaux du circulaire nous intéresseront un petit peu moins. Si je pense à un autre aussi, ça serait de cuisiner. Donc, ça peut paraître banal là, de cuisiner davantage, mais si on pense aux fruits, aux légumes qui peuvent être déjà préparés, par exemple, coupés en petits morceaux là, qu'on peut retrouver, par exemple, dans les comptoirs, souvent, ça va être assez dispendieux, donc de le cuisiner nous-mêmes à la maison, on sauve des sous là, à ce niveau-là. C'est Il y a vrai. un dernier truc aussi qui est intéressant, c'est d'y aller avec des fruits et des légumes de saison. Donc, pendant la période d'abondance là, d'un produit, souvent le coût va être plus faible. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'avoir un impact aussi qui va être plus faible sur l'environnement. Donc, on fait un petit peu comme une pierre deux coups, on économise un peu d'argent, puis on a un impact plus faible aussi là, au niveau de l'environnement. Ça demande quand même un effort individuel. Ce que vous voulez dire, ce que vous venez de dire, là, ça demande un effort supplémentaire de porter attention à tout ce que vous avez dit pour pouvoir arriver à ça, non? Oui, en effet, ça peut demander de la planification là, dans nos mois, dans nos semaines. Fait que d'une part, c'est sûr que ça peut demander un effort au début, mais je crois que quand c'est planifié, même que ça soit une mini planification, juste de regarder les spéciaux du circulaire, ben je crois que ça peut valoir la peine aussi, puis nous sauver un petit casse-tête là, ensuite à la maison, là. Oui, parce que les coûts ont augmenté de manière assez importante. Je vais faire une sous-question. Est-ce que ça peut être une nuisance à... On sait que c'est 50% au début de l'entreprise, c'est 50% des gens qui se conforment au guide d'alimentation canadien. Donc, devant cette inflation-là, la difficulté est d'autant plus importante d'augmenter ce 50%, non? C'est certain que ça peut être un frein supplémentaire. Puis particulièrement dans les dernières années, là, on a vu qu'il y a certains produits qui ont vraiment augmenté plus que ce qu'on voyait là, avant. Par contre, moi, j'aimerais ça vous lancer une question. Allez-y. Une question quiz. Vous pensez que quelle quantité de fruits et de légumes là, en termes de portions qu'on pourrait acheter avec seulement 20 dollars? Avec seulement 20 $, pas grand-chose. Une portion, là, euh, juste de légumes ou de fruits? Ouais. Euh, Légumes et fruits, les deux. Ouais, oui, c'est ça. pour 20 $, une portion, une portion déjà dans une assiette, là. Ouais, une portion, dans le fond, ça pourrait être l'équivalent d'à peu près une demi-tasse ou, par exemple, un fruit, là. OK. Ouais. Ouais, c'est une bonne question. On y va pour 10. Dans le fond, c'était une question là, que je trouvais intéressante à poser parce qu'il y a le mouvement J'aime les fruits et légumes là, qui est au Québec puis qui met vraiment de l'avant là, les fruits et les légumes du Québec, mais tu sais, toute consommation là, de fruits et légumes. Ils font un outil visuel chaque mois, c'est vraiment intéressant. Là. Ils nous démontrent sur une photo Oui. justement c'est quoi la quantité de portions qu'on peut avoir en fruits et légumes pour 20 dollars. Puis ça peut être assez impressionnant. Là. C'est sûr qu'ils mettent en application là, les trucs que je viens de mentionner. Donc, des fois, ça peut être en conserve, congelé, etc. Mais c'est pour vous donner quelques chiffres, dans les derniers mois, là, ils sont arrivés à 68, 77, puis 98 portions. Donc, c'est assez impressionnant, ouais. Fait que des fois, c'est sûr que on peut peut-être se dire, ah, ben, une portion, c'est quand même beaucoup. Fait que des fois, ça peut peut-être nous dire, ah, ben, je peux pas en acheter tant que ça. Mais je trouve ça intéressant, ça remet en perspective un petit peu là,
le coût des fruits et légumes. C'est vrai qu'une demi-tasse, c'est pas grand-chose, en effet. Donc, maintenant que je le regarde, la demi-tasse, c'est vrai que c'est beaucoup plus que 10, en fait. Ben, c'est bien, ça met les choses en perspective. Donc, il y a beaucoup de potentiel si on s'y met. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, Madame Bourdon? Ben non, évidemment, autre le fait que tu sais le coût des fruits et légumes souvent est aussi la perception est erronée, mais quand on regarde les portions de produits transformés ou les portions de viande, c'est souvent beaucoup plus dispendieux. On a l'impression que ça peut être mieux pour notre santé, mais quand on sait que les fruits et les légumes, c'est vraiment ce qui est le plus ce qui offre le plus en fait pour la qualité nutritionnelle puis la diversité des saveurs et des goûts, ben on est vraiment gagnant de se tourner vers ça, non seulement pour notre santé, mais aussi pour notre portefeuille. C'est bien dit. Dites-moi, est-ce qu'on peut faire un lien entre alimentation et changement climatique? Bien, effectivement, il y a de plus en plus d'organisations mondiales là, qui soulignent le lien entre les deux et comme quoi l'alimentation est quand même un des facteurs les plus qui influence le plus les changements climatiques là, donc c'est évident que quand on parle d'équilibre naturel, c'est aussi important de revenir à l'équilibre de la planète. Donc on le sait que les choix alimentaires qu'on fait ont un impact sur l'environnement. Donc tout au long de la chaîne de production des aliments, il y a une production de gaz à effet de serre, que ce soit dans l'utilisation des engrais ou encore quand les aliments se périment ou en fait se dégradent dans les champs. Donc, ça influence le climat, puis ça contribue grandement au changement climatique. Donc, la production de gaz à effet de serre, que l'on nomme aussi l'empreinte carbone, ça se situe vraiment dans chaque maillon. Puis, on peut penser également au transport, là, que ce soit le transport vers les usines ou encore là, vers l'épicerie et notre maison. Mais en plus, on peut penser aux emballages, à la transformation, toute l'énergie qui est nécessaire là, pour avoir un aliment là, qui est tout prêt, qui reste juste à mettre au four. Chez nous, là, ça demande énormément. Donc, évidemment, avec le mois de la nutrition cette année, on met de l'avant aussi des choix qui permettent le respect de nos préférences, évidemment, mais en étant respectueux là, de la planète, puis en étant issu là, d'un système alimentaire qui intègre une production, une transformation, une distribution, puis une gestion des matières résiduelles, en fait, parce que aussi la gestion de nos restes va avoir un impact. Donc, on prend tout ça en considération. Puis, évidemment, toujours en ayant l'objectif d'accroître notre santé, mais aussi la santé des populations, parce qu'on sait que c'est intimement lié. Oui. Et puis, bon, je suppose qu'à la lumière de ce que vous avez dit, on peut adopter des meilleures pratiques pour réduire cet impact sur les changements climatiques, non? On a un rôle à jouer, nous, comme citoyens. Ben oui, absolument. Puis ça peut être des changements tout simples, là, tu sais. Il faut pas trop se mettre une pression indue là-dessus. On le sait que c'est déjà compliqué, là, on l'a nommé, c'est compliqué. Planifier nos repas, planifier nos achats, mais si on peut simplifier aussi en ayant une pensée pour l'environnement qui nous entoure. Donc, c'est important de garder en tête que tous les aliments ont leur place là, dans notre alimentation, mais on peut privilégier certains qui auront à la fois des bienfaits sur notre santé et qui vont, par exemple, être des protéines végétales. On a parlé des légumes, des fruits, mais tout ce qui est végétal, quand on pense aux noix, aux graines, au soya, tofu, edamame, c'est tous des aliments qui vont nous offrir des protéines de qualité équivalente à la viande, mais qui vont produire beaucoup moins de gaz à effet de serre, donc avoir une empreinte carbone vraiment moins importante. Donc, super intéressant. Puis en plus, ben, c'est moins dispendieux. Donc, encore là, on a des bénéfices pour la planète, des bénéfices pour notre santé, puis des bénéfices pour notre portefeuille. En plus que souvent, c'est assez simple à cuisiner. Là. Il y a une multitude de recettes en ligne. Puis, beaucoup de façons d'apprêter pour que les saveurs soient différentes. Donc, des fois aussi, je trouve que notre alimentation est monotone, mais là, en utilisant ces aliments-là, là, on vient
dans le fond, ajouter une diversité qui peut être vraiment gagnante. Donc, on va chercher des aliments qui vont être moins transformés aussi. Ça, je l'ai nommé tantôt. Oui. Donc, plus l'aliment est brut, moins il y aura requis d'énergie pour être transformé. Puis après ça, il reste juste à nous à l'apprêter comme on l'aime à la maison. Puis, partager la préparation du repas. Puis, c'est ça. Il y a vraiment aussi, on a parlé de saisonnalité des fruits et des légumes, mais on peut l'appliquer aussi à d'autres éléments qui poussent. Donc, quand on est dans la saison des fraises, ben, c'est le temps de manger des fraises. C'est peut-être un petit peu moins le temps de les manger en hiver, sauf si on les a congelées à la maison. On peut aussi, évidemment, opter pour des aliments qui ont été produits plus près de chez nous. Donc, on pense à nos producteurs de la région, par exemple. Quand on achète leurs aliments, non seulement on fait un bon coup pour l'environnement, mais aussi pour l'économie de notre région. Donc, ça fait des différences importantes. Là, en plus, c'est sur la santé économique. Donc, vraiment, toutes sortes de façons là, de pouvoir changer très minimement notre alimentation, mais avoir un impact positif sur l'environnement. Oui, bravo. Ça, c'est bien dit. Je vais terminer en vous demandant, écoutez, moi, si je décide de cocher toutes les cases que vous avez proposées dans notre entrevue, qui est tout un défi, comment je peux, moi, être accompagné dans cette démarche ici en Gaspésie? Est-ce qu'il y a des organismes, est-ce qu'il y a du personnel expert qui peut m'aider? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone quelconque? Oui, il existe plusieurs choses là, dans notre région, dans la communauté. Vous l'avez bien nommé, là, des organismes aussi qui œuvrent là, dans ce domaine-là, puis qui essaient de donner aux gens là, dans la population des ressources, justement, que ce soit pour, des fois, on veut juste acquérir des connaissances aussi de base sur l'alimentation, tu sais, le jardinage, des choses comme ça, des compétences en cuisine, si on est quelqu'un qui cuisine pas beaucoup, puis qu'on veut se mettre à cuisiner davantage. Puis ça peut nous aider aussi juste à aller chercher de la motivation, des fois, là, à modifier nos habitudes alimentaires, puis même nous permettre d'économiser un peu de sous, là, donc varier comme ça. Si je donne un exemple, on peut penser aux cuisines collectives, aux groupes de cuisine collective. C'est vrai. Donc, il y en a un petit peu partout là, dans notre région. C'est vraiment un bel exemple d'une activité, je dirais, qui peut nous permettre de découvrir des nouveaux aliments, des nouvelles recettes aussi. On peut partager les nôtres, on peut apprendre des autres aussi avec qui on cuisine. On parlait de compétences alimentaires, c'est vraiment une compétence en cuisine et alimentaire, là, c'est vraiment un bel endroit pour les travailler. Puis en même temps, le petit bonus, c'est que ça nous permet de rencontrer des gens, de socialiser. Donc, ça devient agréable aussi de cuisiner. Puis quand on apprend à cuisiner dans un environnement agréable, ben, il y a peut-être plus de chances qu'on le reproduise là, à la maison. Puis c'est des endroits aussi, vu qu'on cuisine en groupe, qu'on fait les achats là, pour faire une grosse recette ou plusieurs recettes différentes, ben, on peut sauver là, des sous à ce niveau-là parce qu'on partage les coûts des aliments. Cuisine collective, bien dit. Ben voilà, merci beaucoup. Je pense que c'était bien résumé. Donc, Héloïse Bourdon, merci beaucoup. Frédéric Audet, merci beaucoup pour cet entretien. Peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler l'année prochaine, puis les chiffres auront augmenté. On sera peut-être à beaucoup davantage que 50%. Alors, merci beaucoup pour cet entretien et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique cadeau céramique de choix, Rose Belaïde de Chandler, est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, des accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot.
Au sortir de la dernière séance de la MRC du Rocher-Percé, le préfet Samuel Parisé nous a accordé une entrevue afin d'apporter des précisions sur 4 enjeux qui se sont démarqués lors de la rencontre des élus. Dans un premier temps, on revient sur l'appui entier qu'accorde la MRC à la municipalité de Port-Daniel-Gascon dans sa lutte pour éviter la fermeture du service des caisses Desjardins à Gascon. Le dossier du projet de construction de 12 unités de logement à Grande-Rivière refait aussi surface. Nous avons aussi abordé l'esprit de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, de même que l'appel à projet concernant le programme d'aide au logement collectif. Voici mon reportage. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Très rapidement, vous êtes venu en appui à la ville de Port-Daniel-Gascon qui a décidé de demander à Desjardins de revoir sa décision. C'est pas pour rien. Effectivement, donc c'est un cri du cœur qui a été lancé par monsieur le maire. Donc, c'est un service qui est de proximité, un service qui est essentiel. Donc, nous, ce qu'on souhaite de notre côté, c'est qu'il y ait une rencontre qui va être faite le plus rapidement possible, de nouveau, entre Desjardins et entre la ville, pour qu'on puisse trouver la meilleure solution possible pour conserver ce service de proximité. De proximité? Oui, effectivement, qui est très, très, très apprécié par notre population. C'est un service essentiel pour les aînés, d'ailleurs. Oui, effectivement. Donc, on a une population qui est de plus en plus vieillissante. Donc, c'est essentiel qu'il y ait accès à des services de proximité. Donc, on fait partie, nous, des municipalités amies des aînés, le programme MADA. Donc, ça fait vraiment partie de ces objectifs-là. Donc, c'est un appui qu'on se devait de faire pour pouvoir soutenir Monsieur le maire dans cette démarche-là. Deuxième sujet, vous venez en appui à la ville de Grande-Rivière aussi dans son projet de résidence La Rive phase 2, 12 logements. C'est pas pour rien, je crois. Non, effectivement. Donc, on sait que tout ce qui est logement est un enjeu prioritaire pour nous. Donc, on a vécu certains enjeux avec le projet, donc des enjeux de délai, des enjeux financiers aussi. Donc, on sait que la construction, toutes ces constructions, tant au niveau du logement, est compliqué. Donc, nous, c'est vraiment pour ce qu'on demande, c'est qu'au ministère des Affaires municipales, qu'il y ait accès à un délai supplémentaire pour pouvoir tout conclure tout ce qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir avoir 12 portes supplémentaires avec ce beau projet. C'est la moindre des choses avec la crise du logement. Effectivement. Troisième sujet, entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre femmes et les hommes dans la région Gaspésie-les-Îles 2024-2027. Au-delà du financement ou des signatures, il y a un esprit. On y croit, cette égalité? Oui, effectivement, ça fait partie de mes propres valeurs personnelles, donc tout ce qui est respect, équité et égalité entre les hommes et les femmes, j'y crois beaucoup. Donc, c'est un honneur pour moi et un honneur pour la MRC de pouvoir siéger sur cette table-là qui va pouvoir gérer tous des beaux projets avec l'ensemble des partenaires impliqués. Et c'est un combat qui n'est jamais gagné. Il faut toujours se battre. Effectivement. Donc, il y a des droits qui sont acquis actuellement. Ils ne sont pas toutefois assurés. On doit continuer le combat. On voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Donc, il y a certains droits qui peuvent être menacés. Donc, on doit continuer de garder un œil là-dessus. En effet, partout dans le monde, c'est toujours menacé. Dernier sujet, appel à projet du côté du logement, rapidement mise en contexte, c'est quoi? Oui, dans le fond, nous, depuis presque 2 ans maintenant, on a fait plusieurs démarches avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour que les MRC puissent avoir la compétence de soutenir financièrement la construction de logements locatifs. Donc, nous, on a maintenant eu la compétence depuis le mois de décembre-janvier. Donc, on peut maintenant lancer cet appel à projet-là, qui est un 450 000 $ qu'on met sur la table pour pouvoir soutenir, pouvoir créer la construction de nouveaux logements locatifs et aussi apporter la transformation de ceux qui sont déjà existants par en ajoutant 2 supplémentaires. Donc, les gens qui ont des questions, qui veulent vraiment avoir plus d'informations là-dessus, peuvent communiquer à la MRC pour avoir plus de détails. Les programmes vont être présents sur le site web ainsi que sur notre page Facebook. Et c'est un programme qui devient complémentaire aussi avec celui qu'on a au niveau de notre région, qui est FRR Volet 1, avec toute la Gaspésie. Donc, de ce côté-là, c'est 10 000 $ par porte qui est donné. Donc, on prend ce programme-là, on l'ajoute au nom, plus peut-être d'autres programmes qui sont mis en place dans les villes de notre MRC pour pouvoir stimuler la construction de nouveaux logements.
Très bien. Juste dernière question. Ça s'adresse à qui, ce volet dont on parle aujourd'hui? Ça s'adresse aux entreprises, ça s'adresse aux OBNL aussi. Donc, toutes personnes qui sont intéressées. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui décide de se créer une petite entreprise aussi, qui vous dit, nous, on a une petite somme d'argent, on aimerait peut-être l'investir. Donc, ils veulent construire 1, 2, 3, 4 logements. Donc, se créer leur propre entreprise peut avoir accès à ce financement-là. À partir de quand? À partir de la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Et tout sera sur Internet? Effectivement. Donc, ils ont jusqu'au 21 juin 2024 pour pouvoir déposer. Merci, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. Le ministère des Affaires municipales en accompagnement à Percé. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation offre un accompagnement à la ville de Percé pour faire face à des difficultés pouvant impacter les services aux citoyens et les finances municipales. Ce soutien peut inclure des rencontres de travail et des pistes d'amélioration. La ville a lancé une enquête administrative suite à la suspension du directeur de l'urbanisme sur des soupçons de fraude et autres actes répréhensibles. L'unité permanente anticorruption s'est impliquée et une enquête administrative indépendante a été déclenchée pour vérifier les allégations sérieuses. UNESCO. Le Géoparc de Percé lance une campagne de sociofinancement. Le Géoparc de Percé lance un appel à la communauté et aux entreprises pour soutenir le renouvellement de sa certification UNESCO. Après un renouvellement en 2022 pour 2 ans, le parc doit améliorer sa signalisation et sa cartographie, ainsi que renforcer son marketing. Face à des déficits récents, un objectif de financement de 50 000 $ est fixé pour des travaux estimés à 75 000 $. Un souper bénéfice est prévu le 4 mai, avec Ricardo Larrivé comme président d'honneur et chef de la soirée. Gaspé se dote de puissantes génératrices en cas de mesures d'urgence. Gaspé a reçu 500 000 $ d'Ottawa pour installer des génératrices dans des bâtiments communautaires en cas d'urgence, comme une mesure préventive après l'ouragan Fiona. 6 générateurs de différentes puissances seront installés. En parallèle, la ville progresse dans le démantèlement et la décontamination de l'ancien centre de service du ministère des Transports. Des consultations publiques sont prévues pour décider de l'utilisation future des terrains libérés au centre-ville, y compris celui de l'aréna déplacée. Québec confirme son aide à Port-Daniel-Gascon. Le gouvernement du Québec a confirmé son aide financière pour le projet d'égout et d'aqueduc de Port-Daniel-Gascon dans le secteur de Gascon, jugé prioritaire pour la santé publique. La majorité des résidences du secteur sont confrontées à des problèmes de contamination bactériologique et de manque d'eau. Le ministère s'engage à soutenir financièrement la municipalité pour assurer une distribution d'eau de qualité. Le maire Henri Grenier est très satisfait de cette aide. Les appels d'offres seront lancés fin mars et les travaux s'étaleront sur 2 ans. Création d'un service de garde éducatif en communauté à Val d'Espoir. Un nouveau service de garde, géré par le CPE La Belle Journée de Chandler et situé dans l'ancienne école de l'Assomption à Val d'Espoir, fonctionne depuis février. Ce projet pilote, approuvé par le ministère de la Famille, offre 12 places pour les enfants du secteur de Percé. L'ouverture a nécessité des transformations à l'école, financées par la municipalité de Percé. Ce service s'inscrit dans l'expansion du réseau qui inclut Chandler et Grande-Rivière, et bientôt une nouvelle installation de 71 places à Chandler, servant au total plus de 158 enfants. Un nouveau solde migratoire positif pour la Gaspésie. La Gaspésie affiche un solde migratoire positif pour la 7e année consécutive, gagnant 304 personnes selon l'Institut de la statistique du Québec.
Les groupes d'âge de 0 à 14 ans et 25 à 74 ans enregistrent une croissance, malgré un exode chez les 15 à 24 ans pour les études postsecondaires. La qualité de vie, l'emploi et le tissu social sont cités comme facteurs attractifs. Par MRC, Bonaventure mène avec le plus haut solde net. Le directeur de la stratégie Vivre en Gaspésie, Danick O'Connor, souligne l'importance du logement dans l'attraction de nouveaux résidents, et la tendance générale indique une croissance continue du solde migratoire positif. « 500 abonnés au service de vélopartage en Gaspésie. Le service de vélopartage de la Régime, lancé en 2023 dans les villes de Carleton, New Richmond, Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts, compte désormais 500 abonnés malgré un démarrage difficile dû à la faillite du fournisseur. La directrice générale, Marie-André Pichette, est optimiste pour la saison 2024. Par ailleurs, la Régime a vu une augmentation des déplacements en transport collectif et adapté en 2023, avec une hausse notable des demandes de trajets spéciaux. Le retour du service via rail reste incertain. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour aller lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering, au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.